Doran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission Continuum dans A-News Sécurité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire, une ville de 44 000 habitants dans la banlieue de Lyon. Bonjour Philippe. Bonjour et merci de me recevoir. Vous êtes maire depuis, c'est votre troisième mandat de maire, donc vous êtes depuis une quinzaine d'années élu sur la ville de Caluire et Cuire comme premier magistrat, et puis vous avez été élu également dans la majorité municipale auparavant. Vous avez été député. Vous avez toujours baigné ces dernières années dans la politique. C'est une passion. Écoutez, la politique, je crois que c'est une passion qui est partagée et surtout, écoutez, c'est une maladie que l'on attrape et il n'y a pas beaucoup de solutions pour s'en écarter. C'est-à-dire que tant qu'on est passionné par le devenir des habitants d'un territoire, et que ce soit un territoire national ou un territoire local, à savoir une commune, eh bien, c'est une passion que l'on doit partager et surtout pour faire en sorte que le quotidien des habitants s'améliore et que ce soit mieux demain par rapport à aujourd'hui. Et je crois que c'est la motivation de tout élu, quel qu'il soit. Et vous avez toujours voulu faire de la politique ou ça arrivé un peu par hasard? Écoutez, la politique, non, je n'étais pas prédestiné à faire de la politique. Je crois que tout d'abord, c'est le fait d'avoir un engagement associatif qui fait que progressivement, eh bien, écoutez, le monde politique commence à s'intéresser à vous. Et puis, j'ai commencé comme conseiller municipal. Le maire m'avait sollicité en disant, écoutez, est-ce que vous vous impliquez? Et puis, de fil en aiguille, eh bien, écoutez, les choses se sont faites. J'ai été conseiller municipal, puis adjoint. J'étais député et puis ensuite maire de la ville de Caluire-et-Cuire. C'est un enchaînement en fait d'événements qui n'étaient pas d'ailleurs programmés, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la politique, c'est que tout d'abord ça ne se passe jamais comme prévu, et puis surtout quand on a un objectif, c'est-à-dire s'occuper des autres, eh bien je pense qu'il y a toujours des volontaires pour pouvoir s'engager, et j'en ai fait partie. Alors, Caluire-et-Cuire, je l'ai dit, hein, c'est une ville de 44 000 habitants, proche de Lyon. C'est la cinquième ville en termes de population du Rhône. Donc, gros enjeu, évidemment. Et puis, c'est une ville assez diverse, disparate, avec des quartiers qui sont un peu différents. Comment vous arrivez à conjuguer cette disparité quand on est maire? Écoutez, c'est toute la complexité et c'est toute la passion d'être maire d'une commune comme Caluire-et-Cuire. C'est-à-dire, vous n'avez pas une solution unique. Il faut faire en sorte que, donc, nous avons 8 quartiers qui sont 8 quartiers très différents, avec des gens très différents, avec des styles de vie très différents. Et donc, il faut arriver à trouver l'élément qui permet à tout le monde et de chacun de vivre en totale harmonie les uns avec les autres, avec le respect, bien sûr, de ces différences. Et c'est vrai que il faut se creuser la tête, il faut faire preuve d'originalité, il faut se remettre en cause régulièrement. Donc, je dirais que c'est une commune où on ne peut pas s'endormir. Donc, c'est juste extraordinaire quand on est à la tête d'une équipe de gens qui sont très motivés. Alors, j'imagine en 15 ans que vous avez vu les choses évoluer. On parle évidemment de sécurité dans Continuum. Est-ce que sur les enjeux de sécurité, il y a eu des faits qui vous ont marqué depuis cette quinzaine d'années où vous êtes maire? Et est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Alors, je crois que la sécurité, c'est d'abord la première des libertés, hein. C'est-à-dire que, quelle que soit sa condition, quel que soit son âge, quel que soit son passé, ce qui compte, c'est de vivre en tranquillité. Oui, il y a eu une vraie évolution depuis un certain nombre d'années. On s'aperçoit que, si vous voulez, concernant la sécurité, tout d'abord, il y a une augmentation de la violence et surtout de l'intensité de la violence. Vous le Euh, ressentez, vous, en tant que maire? ah oui, tout à fait. Et C'est-à-dire que notamment ces dernières années? ah oui, et de manière assez forte, c'est-à-dire qu'il y a des attitudes de la part d'un certain nombre d'habitants, de citoyens, de délinquants, qui aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques années auparavant et qui deviennent beaucoup plus compliquées. Et je pense que notamment tout ce qui concernait la police municipale du XXe siècle, elle est plus du tout adaptée au XXIe siècle. Donc là aussi, et je crois que les opérateurs, les policiers municipaux sont de plus en plus professionnels. Ils attendent également de la part des élus à ce qu'on puisse les accompagner de plus en plus au niveau de la formation et notamment également au niveau des équipements. Et je crois que tout ça tire vers le haut, c'est-à-dire qu'en face, on a une délinquance qui est beaucoup plus compliquée. La police nationale, la gendarmerie y est confrontée tous les jours. Les polices municipales n'y étaient pas toujours confrontées aussi directement. Maintenant, un délinquant, il ne fait pas de différence entre, eh bien, je dirais, un habit de policier, un habit de gendarme ou un habit de policier municipal. Donc, il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir réagir positivement.
Comment concrètement, avant qu'on aborde les questions de police municipale, mais comment concrètement vous avez vu ces dernières années l'évolution de cette violence? Vous dites que ça s'est durci, que c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur ce que vous avez vécu sur votre commune? Eh bien, écoutez, par exemple, on voit une délinquance juvénile, voire même très très jeune, à partir de 7-8 ans, que l'on ne voyait pas auparavant. On voit une féminisation de la violence également. On voit en fait les gens, dans certains cas, sont sans limite, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune notion comment dire, d'organisation de la société, à savoir un certain nombre de cadres. Les gens sont totalement hors cadre et grosso modo, tout est permis. Et ça, je pense que, si vous voulez, nous ne l'avions pas auparavant, donc ça pose un problème, bien sûr, par rapport aux uns et aux autres. Et ce qui montre également que des attitudes que nous ne retrouvions pas il y a quelques années, je vous cite donc au niveau de la délinquance juvénile, mais également au niveau donc des jeunes et des un petit peu plus âgés, ils ont notamment un type d'attitude, voire un type d'armement que nous ne trouvions pas auparavant. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, il faut que la réponse, quand elle est, une fois qu'on a passé l'aspect préventif, sur l'aspect répressif, doit être à la hauteur, parce qu'on ne peut pas exposer des agents de la ville dans des conditions où ils ne soient pas eux-mêmes protégés avant d'intervenir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau national, ce diagnostic que vous vivez, vous, en tant que maire, et qui est partagé par d'autres maires que j'ai pu évidemment interroger, vous sentez que ce diagnostic, il est partagé, il est entendu au niveau de l'État? Alors, je pense qu'il est partagé. Je crois que, si vous voulez, la réalité des choses, le quotidien fait que cette chose-là, elle est constatée par la majorité des maires. D'ailleurs, même certains maires le voient à leur détriment, où on voit des agressions aujourd'hui d'élus qui n'existaient pas auparavant. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau national. Le problème, c'est que la réponse n'est pas toujours à la hauteur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème d'effectif, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de suivi, c'est un problème de continuum au niveau également, je dirais, du suivi de délinquants. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un feu de paille, c'est quelque chose qui nécessite une réorganisation structurelle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans cette réorganisation structurelle, mais ce mal-être et cette situation qui existe au niveau national depuis des années, je pense, ne va que s'amplifier. Donc, il faut à terme une réponse qui soit adaptée. Quand vous parliez d'effectifs, aujourd'hui, quelle est la réalité en termes de présence de police nationale? Vous avez aussi une police municipale d'une vingtaine d'agents. Comment aujourd'hui la police nationale elle est présente et comment vous travaillez avec elle? Alors, la police nationale, bon, il y a un constat global, hein. Il y a eu une baisse d'effectifs depuis des années qui nous a affectés et donc progressivement, les communes ont compensé ce manque d'effectifs. Aujourd'hui, donc, nous avons 25 policiers municipaux armés, formés et nous sommes montés en puissance depuis maintenant 6 ou 7 ans dans ce domaine-là. Nous avons également 5 ASVP pour faire respecter le stationnement, les choses comme ceci. Mais la relation que nous avons avec la police nationale, elle-même confrontée à des réorganisations, c'est-à-dire que la police nationale a aujourd'hui un périmètre d'action qui s'est élargi au niveau du département, avec notamment un certain nombre de zonages qui ont été faits. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le temps d'intervention. Et on s'aperçoit bien que la police nationale aujourd'hui est donc dans sa réorganisation à améliorer un petit peu le temps d'intervention, mais on connaît la complexité qu'il y a aujourd'hui par rapport au nombre de dossiers à réaliser. Donc, il y a aujourd'hui une démarche qui a été faite en bonne relation avec la police nationale pour pouvoir répartir notamment le type de mission, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est trouble au voisinage, etc., la police nationale, ce n'est pas vraiment son cœur de métier, c'est plutôt le cœur de métier de la police municipale, mais également la police municipale peut venir en appui de la police nationale, d'où la nécessité d'avoir une formation qui soit à la hauteur de ce genre de situation pour venir conforter des équipes, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui sur des circonscriptions policières, on sait bien qu'il y a un certain nombre de patrouilles qui circulent, mais il leur faut un certain délai pour pouvoir rejoindre quand il y a un phénomène un peu grave qui se passe pour qu'il y ait plusieurs policiers nationaux présents. Et nous, on peut, au niveau de la police municipale, être en relation avec eux, d'où la nécessité également, par exemple, d'avoir des moyens de communication communs,
C'est-à-dire qu'on ait des canaux qui permettent à ce moment-là de communiquer les uns avec les autres. Et puis, également, on a une police municipale qui intervient jusqu'à 2 heures du matin. On sait très bien que la délinquance de nuit n'a rien à voir avec la délinquance de jour. Et au-delà donc de 2 heures du matin, c'est encore un autre type de délinquance. Et là, objectivement, nos policiers municipaux ne sont pas encore dans cette démarche-là. Est-ce que demain, il faudra aller dans cette tranche horaire de 2 heures du matin jusqu'à 6-7 heures du matin, où il y a encore un autre type de délinquance? Ça pose une vraie difficulté, notamment sur le rôle et les missions de chacun, parce qu'il faut que chacun reste dans son rôle, reste dans sa mission et ne se substitue pas l'un par rapport à l'autre. Mais je dois reconnaître que localement, ça se passe très bien avec la police nationale, parce qu'il y a une très bonne habitude de travailler ensemble. On a eu le sentiment là que ces dernières années, pour ne pas dire cette dernière décennie, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont tous dit il faut remettre du bleu dans la rue. En vous entendant, on a l'impression que ce n'est pas spécialement le cas. C'est-à-dire qu'il y a une intention qui est de dire qu'il faut remettre du bleu, il faut remettre de la présence humaine sur la voirie. Mais la présence humaine, elle est essentiellement transférée aux communes via leur police municipale qui, elle, monte en puissance. Pourquoi ce paradoxe? Vous, en tant que maire, comment vous le ressentez, quoi? Écoutez, soit on fait ce constat et on dit, il faut demander encore à l'État, il faut demander encore à l'État. Le problème, c'est, je pense, c'est une attente qui ne trouvera pas malheureusement de réponse. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, si les communes ne s'orientent pas vers un renforcement de leur mission de sécurité publique, qui n'est pas leur mission première, je le rappelle bien, ils ne pourront que constater une dégradation de la vie de leurs habitants, ça c'est très clair. Alors les moyens que l'on met dans ce domaine-là, on ne les met pas dans d'autres missions qui, elles, sont vraiment régaliennes au niveau de la commune, mais la mission première, et je le disais en introduction, la notion de vivre en sécurité est quand même un des points majeurs, notamment pour des habitants, pour définir un lieu où ils souhaitent habiter. Deuxièmement, trouver une certaine tranquillité. La vie est déjà assez compliquée d'une manière générale. Et s'ils peuvent habiter un secteur où ils savent qu'il y a un degré de tranquillité qui est positif, c'est important. Après, l'État, et il y a eu un certain nombre de recrutements qui ont été faits depuis quelques années, mais ceux-ci ne sont pas à la hauteur aujourd'hui du degré de délinquance et surtout de l'intensité de la délinquance qu'il y a. On le voit bien, par exemple, sur des périodes, on est dans une période où on traverse un certain nombre de manifestations, de mécontentement, de choses comme ceci, et on voit les heures supplémentaires qui s'additionnent auprès des policiers, auprès des gendarmes, et ces heures supplémentaires, il faudra peut-être bien les rattraper un jour. Et donc, c'est autant de temps de non-bleu sur le territoire qu'on va rendre par rapport aux délinquants. Donc ça, c'est une vraie réalité. Pour vous, en vous écoutant là, on a le sentiment que une des solutions, c'est quand même la montée en puissance et en compétence des polices municipales. Vous parliez de formation tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de donner davantage de prérogatives aux polices municipales. Alors, on a eu quelques avancées, notamment avec Gérard Collomb et le rapport sur le continuum de Jean-Michel Fauvergue et Isabelle Toureau. Mais est-ce qu'on va suffisamment loin? Est-ce que les polices municipales, selon vous et selon votre expérience, ont suffisamment de moyens, j'allais dire, juridiques et en termes de compétences, en termes de formation pour pouvoir intervenir? Et jusqu'où les polices municipales interviennent par rapport au travail de la police nationale ou de la gendarmerie? Alors, sur l'aspect juridique, il y a une zone grise aujourd'hui, si vous voulez, qui nécessite d'être précisée. C'est-à-dire que, notamment sur la notion de contrôle, sur la notion d'avoir des missions encore un peu plus fortes que d'habitude. Sur l'aspect formation, aujourd'hui, on arrive à un constat, et moi je le prends très clairement pour ma police municipale. On a par exemple, nous, un stand de tir qui nous est propre et auquel d'ailleurs d'autres polices municipales et même nationales viennent s'entraîner. Nos policiers municipaux, par exemple, ont des entraînements de tir supérieurs à la nationale. Et on a des
moniteurs, notamment qui sont intégrés à la police municipale, qui permettent d'avoir une qualité de formation qui est très forte. Deuxièmement, aujourd'hui, l'attractivité des polices municipales, c'est plus le garde champêtre d'avant-hier. Comme il vous apparaît tout à fait une réalité, c'est qu'il y a une compétition aujourd'hui au niveau des polices municipales. C'est-à-dire qu'il y a un manque cruel aujourd'hui de policiers municipaux. Donc les communes, elles sont un peu en compétition les unes Il y a par un rapport problème de recrutement, oui, il y a effectivement une concurrence Oui. importante. Et puis surtout avec la ville de Paris maintenant qui a créé sa police municipale et qui est devenue la première police municipale de France, quoi. Absolument. Alors ça pose un Vous avez du problème. mal à recruter? Alors, nous, on n'a pas de mal à recruter pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est une commune attractive au niveau de la police municipale. On forme, on équipe, on est novateur sur un certain nombre d'éléments, on a une bonne coordination avec la police nationale, on a un CSU, un centre de surveillance urbain, on a des éléments qui permettent pour un policier municipal d'avoir une vie intéressante et également avec une possibilité de développement de carrière. Donc ça, c'est aussi un point important. Et donc, de ce fait-là, et d'ailleurs, on attire d'anciens gendarmes, d'anciens policiers nationaux qui rentrent d'ailleurs dans les polices municipales. Peut-être un mot encore sur la police municipale. Est-ce que pour vous, il doit y avoir une limite en matière de compétences entre la police municipale et la police nationale? Parce que vous dites effectivement qu'il faut monter en puissance sur les polices municipales, mais jusqu'où en fait? Quelles sont les limites et comment se fait le travail entre les uns et les autres? Est-ce que pour vous, les polices municipales ont vocation à non pas à se substituer, mais à compléter effectivement le travail de la police nationale, mais sur les mêmes missions? Comment vous répartissez les choses? Alors, je crois que tout d'abord, la notion de sécurité, c'est une mission régalienne de l'État. Il faut que ce soit quand même l'État qui reste le chef de file de ces démarches-là. Ensuite, la police municipale, je pense qu'elle peut être un élément complémentaire à la nationale, qui vient renforcer et appuyer la police nationale. Après, là, on est dans la zone grise, c'est que par exemple, sur des interpellations avec des gens armés ou quoi que ce soit, jusqu'où va-t-on? Notre police municipale, par exemple, est armée. On peut remarquer d'ailleurs que le nombre de polices municipales armées continue à progresser et il n'y a pas ce qu'on appelle des bavures qu'on a connues à une certaine époque, ce qui veut dire que la qualité de formation des agents, elle est là. Et puis, il y a également le degré d'implication auquel les policiers municipaux veulent aller ou ne veulent pas aller. C'est aussi un aspect qui me paraît aussi important. Il faut faire très attention à ce que l'organisation de la sécurité reste à la main de l'État, c'est normal, là-dessus il n'y a aucun problème. Ensuite, les polices municipales, elles ont des actions de proximité classiques, mais si elles doivent venir en appui de la police nationale, il faut qu'elles aient juridiquement une certaine protection des missions qu'elles ont. Ou par exemple, si elles doivent vérifier telle ou telle chose, on est obligé de passer par le fichier central, on est obligé de demander une autorisation, etc. Il va falloir quand même que l'on assouplisse ce genre de choses. Parce qu'on sait très bien que dans ce genre de situation, le temps va à l'encontre de l'efficacité. Voilà. Donc, mais je crois qu'il n'est pas question qu'un policier municipal se substitue à un policier national, certainement pas. Par contre, un travail d'appui fort nécessite bien évidemment une progression, une meilleure compréhension des uns par rapport aux autres. À côté de la police municipale, à côté de la police nationale et de la gendarmerie, il y a souvent aussi les sociétés de sécurité privée. Comment vous travaillez avec les sociétés de sécurité privée? Et est-ce que pour vous, là aussi, elles doivent monter en compétences et en puissance? Alors, les sociétés privées, moi, me semblent tout à fait nécessaires aujourd'hui dans cette vision de continuum de sécurité. Il va falloir qu'elles puissent être beaucoup plus partie prenante qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des sociétés privées qui emploient un peu n'importe qui, n'importe comment, sans vraiment avoir formé des gens sur un certain nombre de choses. Mais je pense que là, il va falloir que ça puisse monter en compétence. Il y a aussi un problème de recrutement. Il y a un problème, et puis il faut le dire très clairement, il y a un problème de salaire. Vous ne pouvez pas attirer des gens dans la sécurité qui ont un rôle majeur là-dessus s'ils sont mal rémunérés. Ça fait partie aussi de ce genre de choses. Donc nous, aujourd'hui, nous travaillons avec des sociétés privées de sécurité, par exemple, pour sécuriser un certain nombre de manifestations municipales que nous organisons.
Ces personnes viennent en renfort elles-mêmes de la police municipale, bien sûr, qui ne s'exclut pas de ce genre de choses, mais ça nous permet de garder également, lors d'événements particuliers, une présence policière nécessaire sur le territoire, et on ne peut pas dégarnir l'activité des policiers municipaux parce que nous organisons une manifestation municipale en direction de la population. Donc là aussi, si vous voulez, je pense que dans le continuum, la police municipale doit venir en appui de la police nationale, les sociétés privées doivent peut-être venir en appui de la police municipale. Si on prend un peu de hauteur, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Évidemment, les questions de sécurité, c'est en discussion évidemment en ce moment en plus au Parlement. On va renforcer la question de l'intelligence artificielle, de la vidéoprotection. On parle de reconnaissance faciale. Quelle est votre vision de tout cela? Est-ce que les Jeux Olympiques doivent être l'occasion de franchir des étapes en matière de sécurité? Et est-ce que là aussi, on va trop loin ou pas assez loin selon vous? Alors, je pense que les Jeux Olympiques, ça va être une chance de tester, d'éprouver, de valider ou de ne pas valider telle ou telle évolution. Tout d'abord, moi j'ai un vœu, c'est que les Jeux Olympiques se passent bien, je crois qu'on le souhaite tous, mais notamment faire appel à l'intelligence artificielle, ça me paraît évident. Il y a aujourd'hui une multiplication du nombre de caméras sur le territoire, et même s'il y a beaucoup d'opérateurs donc dans des lieux qui visionnent ces images, à un moment ou à un autre, la capacité humaine est dépassée. Donc, pour avoir une efficience, l'intelligence artificielle peut préparer le travail par rapport à des opérateurs. Bien sûr qu'on ne remplacera jamais l'individu, la personne qui va avoir la capacité d'analyser et de savoir quelle est la bonne attitude à avoir, mais un pré-travail, quand il y a une profusion d'informations, d'ailleurs on le voit bien, quand vous débordez d'informations, vous êtes noyé, vous n'y arrivez plus. Alors que le fait de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments forts qui vous remontent vous permet d'avoir à ce moment-là peut-être la bonne décision au bon moment. Donc ça, c'est quand même un point important, et j'espère que les JO vont le faire. Nous, localement, au niveau de la commune de Caluire-et-Cuire, au sein de notre centre de surveillance urbain, on va faire un essai avec donc la région Auvergne-Rhône-Alpes pour notamment peut-être tester un certain nombre de matériel, bien sûr, de manière encadrée ou quoi que ce soit. Mais je pense que tout le monde a y gagné. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, pour être très concret sur mon territoire, on a plus de 60 à 65% des affaires qui sont résolues grâce à la vidéosurveillance. Et on pourrait peut-être monter de 5 ou 10% supplémentaires avec l'IA, ce qui paraît tout à fait logique. Et donc, ce sont autant d'efforts que l'on peut redéployer pour d'autres missions dans ce cadre-là. Donc moi, j'y suis très favorable, bien sûr en respectant la liberté de chaque individu, etc., tout ce que l'on veut. Mais avoir, par exemple, une image qui vous remonte parce qu'il y a un événement qui n'a pas lieu d'être et qui remonte directement à l'opérateur, c'est une preuve d'efficacité, et ça peut être bien sûr pour la sécurité, ça peut être également un problème de santé. Quelqu'un qui s'écroule sur la voirie, eh bien que la vidéo le détermine et permette à ce moment-là prévenir les pompiers en urgence me paraît être très positif. Monsieur Cochet, peut-être une question, une dernière question, une question un peu joker. Demain, il y a un remaniement ministériel. Vous devenez ministre de l'Intérieur. Quelle serait la proposition ou les propositions que vous mettriez en œuvre? Alors d'abord, votre expérience d'élu local, et puis vous avez été également député. Donc, moi, je pense qu'il faut être très pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que la sécurité va reposer que sur l'État, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc il faut trouver les voies et moyens pour permettre une meilleure coordination entre la police nationale et la gendarmerie nationale et les polices municipales, et voir également comment les entreprises de sécurité privée peuvent à un moment ou à un autre être en partie prenante donc de la sécurité globale de nos concitoyens. Et je pense que c'est par cette addition-là que nous y arriverons. Le degré, l'intensité des délinquances aujourd'hui est telle que de toute façon, il faut travailler main dans la main pour permettre notamment à nos concitoyens d'avoir une qualité de vie la plus supportable possible. Merci beaucoup, monsieur Philippe Cochet, donc maire de Caluire-et-Cuire, une ville dans la région lyonnaise, pour cet échange extrêmement intéressant. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur les médias de Anews Sécurité. À très bientôt.
Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.